Bienvenue sur la chaîne. Merci de vous abonner et de suivre notre chaîne. Il ne nous reste plus que quelques abonnés avant d'atteindre 1000 abonnés. Soutenez-nous. Ma fille a demandé d'urgence ma présence, exprimant des inquiétudes concernant l'implication de sa mère avec quelqu'un d'autre. Malgré la distance, je pouvais discerner sa détresse à travers la qualité granuleuse de la vidéo. J'ai appris que ma femme passait plusieurs nuits par semaine avec un homme nommé Donald Connolly, le maire, connu pour sa grande voiture élégante et ses promenades occasionnelles en limousine. Stacy, ma fille, a partagé des détails sur son apparence et a confirmé sa peur quant à la situation, me poussant à la rassurer que j'essaierais de rentrer chez moi. Stacy a imploré mon retour rapide, soulignant la nécessité de discrétion dans le traitement de sa mère. J'ai promis de faire de mon mieux, exprimant mon amour pour elle, avant de mettre fin à la conversation. Je m'appelle Robert Crawford. J'ai 42 ans et je suis spécialiste en design pour une grande entreprise d'électronique. Je suis également major dans la garde nationale. Et c'est pourquoi je suis actuellement en mission d'1 an en Afghanistan, où je fais partie de l'état-major. Je suis marié à l'amour de ma vie, Cathy, depuis 18 ans, et le fruit de notre union est notre formidable fille de 15 ans, Stacy. Cathy a 40 ans mais en paraît même plus jeune. C'est la plus belle femme que j'ai jamais connue. 556 pouces, un corps magnifique qui s'est même amélioré après avoir donné naissance à notre fille. Elle a les cheveux châtains foncés jusqu'aux épaules et des yeux marron chaleureux qui scintillent toujours quand elle sourit. Et elle sourit tout le temps. Je peux honnêtement dire que notre mariage a été solide comme un roc. Même lorsque j'ai été déployé, notre temps ensemble a été chaleureux et aimant, nos ébats toujours chauds et satisfaisants. Je n'ai jamais douté de sa fidélité, ni elle de la mienne. Alors que s'est-il passé ? Je n'en avais aucune idée. J'ai complété tous les documents nécessaires pour 30 jours de congé familial urgent et j'ai pris un vol qui, 26 heures plus tard, m'a vu louer une voiture à l'aéroport de ma ville natale et me diriger vers chez moi. Vendredi soir, vers 18h30, j'ai garé la voiture à moitié d'un pâté de maison de ma maison. Le soleil de mi-novembre s'était couché, et les lampadaires projetaient une lueur menaçante sur le quartier. Des lumières étaient allumées dans le salon, la cuisine et la suite principale à l'étage. J'ai observé ma femme se déplacer dans la maison en apparence prête à sortir. J'ai discrètement appelé le téléphone portable de ma fille, et elle a répondu après 3 sonneries, parlant doucement. Je l'ai rassurée et lui ai demandé si sa mère allait sortir. Elle a confirmé que sa mère était dans sa chambre depuis plus d'1 heure, qu'elle avait entendu la douche et avait senti son excitation pour la soirée. Stacy a exprimé son désarroi, se demandant pourquoi sa mère faisait vivre cela à la famille. Je lui ai déconseillé de porter un jugement tant que nous ne connaissions pas toute l'histoire. Stacy a demandé ce que je prévoyais de faire et j'ai mentionné que je comptais les suivre et évaluer la situation avant de décider comment répondre. Elle a conseillé la prudence et s'est demandé si j'avais besoin de changer de vêtements. J'ai refusé, disant que mes treillis camouflés suffisaient pour l'occasion. Nous avons échangé des expressions d'amour, et je rassurais Stacy en lui disant que nous serions toujours ensemble, quelles que soient les circonstances. À cette heure, une Mercedes noire a roulé dans mon allée, et un homme grand, mince et bien habillé en est sorti. Je m'attendais à ce qu'il se rende à la porte, mais au lieu de cela, il a conversé au téléphone portable, et les lumières de la suite principale se sont éteintes. 1 minute plus tard, la porte s'est ouverte et ma femme est sortie sur le porche. Elle s'est assurée que la porte était verrouillée derrière elle et a marché rapidement vers son rendez-vous, avec un grand sourire. Bien qu'elle ait l'air d'une beauté éblouissante, mon cœur s'est brisé en voyant son regard se tourner vers la maison pour s'assurer que Stacy ne regardait pas. Ensuite, elle a partagé un baiser chaleureux avec le maire avant qu'il ne l'aide à monter dans la voiture, et ils sont partis. Heureusement, je suis resté suffisamment composé pour capturer le baiser avec mon téléphone portable. Je les ai suivis à une distance prudente, sans rencontrer de problème en raison du trafic léger. Ils ont traversé la ville et sont arrivés dans le parking de l'hôtel Radisson. Se garer à quelques places de là, j'ai observé alors qu'ils sortaient de la voiture et entraient dans le bâtiment. Marchant étroitement avec les bras autour de l'autre, j'ai pris une autre photo, révélant la nature évidente de leur liaison à long terme. Ils semblaient si à l'aise ensemble, ressemblant à un couple marié amoureux lors d'une soirée de rendez-vous. J'ai attendu qu'ils entrent à l'hôtel avant de mettre ma casquette camouflée et mes lunettes de soleil, les suivant. Une fois à l'intérieur, je ne pouvais pas les voir, mais cela ne m'inquiétait pas. J'ai reçu les salutations habituelles et des remerciements pour mon service, que j'ai reconnu en consultant le tableau d'information listant les événements actuels. Un événement s'est démarqué,
le bal de bienfaisance de l'hôpital St. James au 3e étage, avec une musique d'orchestre en direct filtrant jusqu'au hall. Ignorant les ascenseurs transportant des couples vers le bal, j'ai opté pour les escaliers, évitant une détection rapide et reconnaissant la nécessité de faire de l'exercice après de longs vols. Au 3e étage, j'ai suivi la musique et j'ai facilement trouvé la salle de bal. Passant par l'entrée, j'ai aperçu à l'intérieur, agissant comme le couple heureux qu'il prétendait, saluant amis et supporters. Ma femme s'est brièvement retournée vers moi, mais il n'y avait aucune reconnaissance. Pour elle, j'étais encore à 10 000 miles, face aux mouches, aux tempêtes de sable et aux talibans. J'ai également remarqué qu'elle ne portait pas ses bagues de mariage. Après avoir passé l'entrée, je suis entré dans les toilettes pour hommes, je me suis assis dans une cabine, et j'ai réfléchi à mes prochains mouvements. Il était difficile de saisir ce que j'avais vu. J'étais certain que mon mariage avec Cathy était aussi solide que possible. Je me suis senti stupide. Tout en honorant mon devoir en Afghanistan, ma femme aimante était à la maison, me déshonorant, brisant nos vœux de mariage. Quelque chose n'allait pas avec les personnes qu'il rencontrait. Ne se rendait-il pas compte que la femme accrochée au maire était mariée à un officier de l'armée en service à l'étranger? Des larmes chaudes coulaient sur ma joue, mais je les ai essuyées. Pas le temps pour la pitié. J'avais un plan à élaborer et à exécuter. À ce moment-là, un ennemi très différent devait être affronté que les talibans. Restant dans la cabine de toilette pendant une demi-heure, j'ai laissé la fête atteindre son plein essor avant de m'approcher de la porte de la salle de bal. Seules quelques personnes à l'entrée m'ont remarqué alors que je me dirigeais lentement vers un endroit loin du bar et des tables de nourriture. Derrière un pilier, j'avais une vue dégagée sur la plupart de la salle. Bien que je manquais de billets pour l'événement, mon uniforme avait plus de poids que n'importe quel morceau de papier. Le jeune homme prenant les billets m'a salué et a dit « Bienvenue monsieur », alors que j'entrais. La pensée m'a traversé l'esprit. C'est regrettable que ma femme et son amant ne montrent pas ce genre de respect pour moi dans l'uniforme que je porte. Cela m'a pris quelques minutes pour localiser Cathy et son rendez-vous. Il dansait sur une chanson lente, les bras de ma femme autour de son cou, sa tête contre sa poitrine, ses mains reposant possessivement sur son derrière. J'ai réussi à prendre plusieurs photos. Mais il m'a fallu tout mon pouvoir de volonté pour ne pas me précipiter sur la piste et frapper ce gars et lui donner un coup de pied au rein. Cependant, cela ne me donnerait qu'un peu de satisfaction et me mettrait probablement en prison. Ce que je voulais, ce que je devais avoir, c'était une preuve absolue de leur relation. Et ensuite, je trouverais une manière appropriée d'exercer ma vengeance pour leur total mépris à mon égard, envers notre fille et l'armée des États-Unis. Ils ont dansé une autre danse. Puis, bras dessus bras dessous, ils se sont dirigés vers leur table, partageant un baiser fidèle et une caresse avant de s'asseoir. J'ai tout capturé en photo. Ayant vu assez pour le moment, j'ai fait mon chemin vers le couloir et trouvé un siège d'où je pouvais surveiller les portes de la salle de bal et les ascenseurs. En tant qu'officier de l'armée, j'avais appris la patience et cela a payé puisque 2 heures se sont écoulées avant que l'événement ne commence à ralentir et que les gens ne sortent par la porte et prennent les ascenseurs. Il n'a pas fallu longtemps avant que ma femme et le maire ne sortent et se tiennent juste à l'extérieur de la porte, parlant. Après 1 minute, ils se sont souri et se sont tournés ensemble vers la banque des ascenseurs à gauche, mais au lieu d'appuyer sur le bouton pour descendre, ils ont choisi celui qui les emporterait vers le haut. C'était plus qu'étrange. J'étais à peine à 15 pieds d'eux, assis sur un banc contre le mur, portant mes fatigues camouflées et mes lunettes de soleil, mon nom affiché sur l'avant de mon uniforme, ayant l'air complètement hors de propos au milieu des smokings et des robes de bal, et bien que de nombreux autres couples m'aient remarqué et m'aient souri, ma femme et son amant étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne m'ont jamais lancé un regard. Observant leur entrée dans l'ascenseur main dans la main, j'ai noté que leur voiture s'arrêtait au 11e étage. Après avoir confirmé qu'elle ne montait plus et retournait au 3e étage ou d'autres couples attendaient, je suis retourné au bureau d'enregistrement. J'ai expliqué à l'agent que j'avais un message urgent pour le maire Connolly et j'ai montré ma pièce d'identité. Malgré une hésitation initiale, elle a finalement révélé qu'il était dans la chambre 1114. En la remerciant, je suis monté à l'ascenseur au 11e étage et j'ai localisé la chambre 1114. Après avoir vérifié le couloir pour d'autres occupants, j'ai pressé mon oreille contre la porte, n'entendant qu'une douce conversation. Insatisfait, je suis descendu dans le couloir, j'ai trouvé la porte des escaliers et l'ai maintenue ouverte avec mon mouchoir pour éviter qu'elle ne se verrouille. Lançant ma montre, j'ai noté qu'il était minuit, comme Stacy l'avait mentionné. Sa mère rentrait généralement entre 2 et 3 et récemment à 7, donc j'avais une longue attente.
Mais encore une fois, ma formation militaire et ma patience ont porté leurs fruits. Par la fenêtre de la porte, je pouvais voir la chambre 1114, donc je ne manquerais pas leur sortie lorsqu'ils auraient terminé leur festivité d'amour. Pendant que j'attendais, j'essayais de garder mon esprit sur la tâche à accomplir. Mais la vérité est que je n'arrêtais pas d'imaginer son amant plongeant son outil profondément dans ma femme qui avait juré de m'appartenir exclusivement. Je pourrais dire que mon cœur était brisé, mais cela allait bien au-delà. Je pouvais sentir ma vie spiraler dans un abîme sombre où seule la douleur, le rejet et l'humiliation subsistaient. Je savais que je devais garder mon calme pour le bien de ma fille, mais la prise de conscience que la femme que j'aimais plus que tout au monde, que je faisais confiance de toutes mes forces, était à cet instant en train de donner son corps et son âme, son amour et sa passion à un autre homme, m'a submergé d'une vague de douleur. Vers 1h30, je suis sorti de l'escalier et j'ai pressé mon oreille contre leur porte, entendant des sons sourds qui ressemblaient à des gémissements. Puis j'ai distinctement entendu ma femme s'exclamer « Oui. Oh, Dieu, oui. Fais-moi, down. Fais-moi dur comme ça. Tu es si bonne », elle a crié, un son que j'avais déjà entendu de nombreuses fois auparavant pendant des moments de fidélité avec moi. Avec des larmes coulant sur mes joues, je suis retourné dans l'escalier. Anticipant qu'ils concluraient bientôt et quitteraient leur nid d'amour dans l'heure suivante, je suis sorti une dernière fois de l'escalier à 2h, me postant contre le mur à l'extérieur de leur chambre, prêt à capturer leur sortie avec la vidéo de mon téléphone portable. 15 minutes plus tard, j'ai entendu la chaîne être retirée, et la porte s'ouvrir, et j'ai commencé à enregistrer alors qu'ils émergeaient. Il avait son bras protecteur autour d'elle, et elle s'appuyait contre lui, souriante. Cathy avait l'air fraîchement lavée et bien coiffée, tandis que Donald Connolly avait l'air satisfait de lui-même. Ils se sont brièvement embrassés, se sont tournés vers les ascenseurs, et Cathy m'a remarqué adossé au mur. J'ai confronté Cathy sur ses actions, questionnant comment s'était passée sa rencontre avec son amant. En réalisant ma présence, Cathy paraissait choquée, mettant sa main sur son cœur et exprimant son incrédulité. Elle est tombée à genoux, suppliant que cela ne devait pas arriver et que je n'étais pas censé le voir. Son amant, prenant un moment pour enregistrer la situation, a insisté sur le fait que ce n'était pas ce qu'il semblait et que Cathy aidait simplement à sa nouvelle campagne. J'ai sarcastiquement remarqué l'ironie de ces tactiques de campagne impliquant l'infidélité. J'ai mis en question la moralité du maire, soulignant l'impact sur mon mariage pendant que j'étais en service. Le maire a tenté de nier toute implication intime, exhortant Cathy à corroborer son histoire. Indifférent à son appel, Cathy a rejeté sa tentative de manipulation de la situation, racontant le baiser, les gémissements et les phrases entendues à travers la porte. J'ai concédé ma défaite, reconnaissant que ma femme était désormais la sienne, exprimant ma frustration et qualifiant tous deux de lâches. J'ai souligné que même ma fille était au courant de leurs actions. Le maire était là, choqué et incertain de la manière de répondre, tandis que ma femme était à genoux, en pleurs. J'ai informé Cathy de ne pas s'embêter à rentrer chez moi cette nuit-là et lui ai suggéré de passer la nuit avec son amant à la place. J'ai mentionné mon intention de réconforter notre fille et d'indiquer que lundi, je déposerai une demande de divorce, suivie d'une information aux médias. Exprimant ma frustration face aux actions du maire dans la gestion de la ville, j'ai demandé à Cathy de rester éloignée jusqu'à mon retour de mon congé urgent de 30 jours, après quoi elle pourrait décider comment procéder avec sa vie. Cathy a supplié que je lui pardonne son infidélité pendant mon déploiement et m'a demandé de ne pas le divulguer à notre fille, qui était déjà au courant de la situation. J'ai exprimé ma confusion face à ses actions, mais j'ai reconnu qu'ils s'étaient choisis l'un l'autre. Découragé, je suis parti vers l'ascenseur alors que Cathy s'excusait, mais je ne pouvais trouver en moi la force d'accepter son remords. Observant leur prétendu bonheur ensemble, je les ai laissés avec un au revoir sévère et suis monté dans l'ascenseur, les laissant derrière moi. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai trouvé Stacy qui m'attendait, visiblement troublée. Elle m'a serré très fort dans ses bras, exprimant combien elle m'avait manqué. Je l'ai rassurée sur mes propres sentiments et j'ai confirmé que j'avais trouvé sa mère et le maire ensemble. Stacy a affirmé qu'elle ne s'inquiétait pas de l'absence de sa mère, déclarant qu'elle s'était sentie négligée en son absence. Elle a supplié de venir avec moi lorsque je retournerai en Afghanistan, mais j'ai expliqué qu'elle devait rester ici. Stacy a insisté pour dire qu'elle ne pouvait pas rester avec sa mère, exprimant son ressentiment à son égard. Malgré ses sentiments, je lui ai rappelé que sa mère était toujours sa mère. Stacy a exprimé en larmes sa croyance que sa mère ne l'aimait pas et a cherché du réconfort dans mes bras. Je l'ai tenue alors qu'elle pleurait. J'ai finalement convaincu Stacy d'aller au lit,
et j'ai sécurisé la maison, y compris en mettant les chaînes de la porte au cas où Cathy déciderait d'essayer de revenir. Je n'avais aucune preuve que Cathy et son amant avaient utilisé l'une de nos chambres pour leurs ébats, mais je ne voulais pas prendre de risques, alors j'ai dormi sur le canapé, même si je n'étais pas sûr qu'ils n'avaient pas fait l'amour là-bas non plus. Le sommeil n'est venu que par intermittence. 45 minutes ici, une demi-heure là-bas. Je ne cessais de penser à la manière dont je gérerais la situation lorsque Cathy viendrait réclamer ses vêtements et ses objets personnels dont elle aurait besoin jusqu'à mon départ dans 30 jours. J'aurais pu être un bon gars et prendre une chambre d'hôtel, laissant la maison pour elle, mais je n'arrivais tout simplement pas à trouver en moi la gentillesse de faire cela. C'était elle qui avait détruit notre mariage, alors elle pourrait au moins souffrir l'inconvénient mineur d'être déplacée de chez elle pendant un mois. De plus, je suis sûr que son amant serait heureux de l'héberger. Ils se sont comportés comme un couple marié maintenant. Ils pourraient vivre comme un couple pendant un moment, appeler cela un mariage d'essai. Stacy et moi avons tous les deux dormi jusqu'à midi, ou du moins jusqu'à environ midi. Je me suis réveillé en premier et j'ai préparé du café, puis fait des toasts et des œufs brouillés pour nous. Nous avons engagé une petite conversation pendant que nous mangions, puis nous avons rincé la vaisselle et l'avons chargée dans le lave-vaisselle. Soudain, le téléphone a sonné, et Stacy et moi avons échangé des regards avant qu'elle ne réponde. Stacy a parlé avec sa mère, exprimant du scepticisme quant à sa sincérité, mentionnant l'affaire en cours avec Donald Connolly et soulignant que ce n'était pas une erreur ponctuelle. Stacy a admis avoir été celle qui m'a poussé à rentrer chez moi, mettant en avant la négligence de sa mère et son obsession pour son affaire. Malgré l'appel de sa mère pour ne pas blesser le maire Connolly, Stacy a refusé de s'exécuter, indiquant sa frustration et sa déception. Après l'appel, Stacy a fait remarquer la confusion apparente de sa mère et son manque de compréhension concernant la situation. Elle a exprimé son inquiétude quant au fait que sa mère ne saisissait pas la gravité de ses actions et ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas qu'elle rentre. Je rassurais Stacy en disant que le manque de compréhension de sa mère deviendrait apparent au fur et à mesure que les conséquences se dérouleraient. Le reste de la journée s'est écoulé tranquillement, avec des tentatives de nous distraire des pensées sur Cathy et le maire Connolly. Nous avons discuté des projets futurs de Stacy, j'évoquant que je lui suggérerais de rester dans son environnement actuel, malgré ses préoccupations au sujet des réactions de ses amis face aux actions de sa mère. Je lui ai dit que de vrais amis se tiendraient à ses côtés, mais elle n'était pas convaincue. Nous avons réglé les choses avec mon assurance que j'appellerais ma mère pour voir si Stacy pouvait rester avec elle jusqu'à la fin de mon déploiement. Espérons-le, dans 5 ou 6 mois. Tard dans l'après-midi, le téléphone a encore sonné. C'était Cathy. J'ai répondu, mais à peine ai-je entendu Cathy dire « Bob, ou Bob, s'il te plaît, donne-moi une chance d'expliquer. » J'ai passé le téléphone à Stacy sans dire un mot. « Quoi maman ?» La voix de Stacy était dure et froide, et elle tenait le téléphone éloigné de son oreille pour que je puisse entendre ce que sa mère disait. Cathy a insisté pour parler au père de Stacy, malgré la résistance de Stacy. Stacy a exigé une explication pour les actions de Cathy au cours des 6 derniers mois, l'accusant de trahir leur famille. Cathy s'est défendue, affirmant qu'elle n'avait pas l'intention de blesser qui que ce soit, tandis que Stacy continuait d'exprimer sa déception et sa colère. Tout au long de leur conversation, on pouvait entendre Cathy pleurer. Stacy a exprimé sa douleur et sa déception envers sa mère, soulignant la douleur causée à leur famille en raison des actes de Cathy. Cathy a ensuite répondu en exprimant son amour pour Stacy et son mari, provoquant le scepticisme de Stacy. Cathy a ensuite demandé tranquillement quelques objets personnels, y compris des vêtements et des pilules contraceptives, exprimant des regrets et de la frustration. Tout au long de la conversation, on pouvait entendre Cathy pleurer. Stacy a sarcastiquement fait remarquer que Cathy pourrait devenir enceinte de l'enfant du maire et que cela poserait un problème d'inconvénient. Elle a ensuite mentionné qu'elle empaquetait les affaires de Cathy, y compris des vêtements et des pilules contraceptives, et a fait allusion aux besoins de Cathy de maquillage pour maintenir son apparence en tant que figure sociale de la ville. Stacy a conclu en disant que les affaires de Cathy seraient laissées au bord de la route pour qu'elle puisse les récupérer. Après avoir mis fin à l'appel, Stacy a commencé à pleurer, et je l'ai réconfortée en l'enveloppant dans mes bras. J'ai reconnu qu'elle avait été dure avec sa mère, mais je comprenais sa colère. Je lui ai assuré que nous surmonterions cette situation ensemble. Après lui avoir fait un autre câlin, je l'ai laissé rassembler les articles dont sa mère avait besoin. Je suis retourné dans mon bureau pour réfléchir, tirant parti de ma formation militaire pour planifier soigneusement nos prochaines étapes. Je voyais la situation comme une bataille nécessitant une planification et une exécution minutieuse.
Les tâches que je devais gérer étaient principalement simples. Je prévoyais d'engager un avocat spécialisé en divorce, d'annuler nos cartes de crédit communes, d'obtenir des cartes de crédit distinctes pour moi et Stacy, de changer le bénéficiaire de mon assurance vie et de mes plans de retraite en faveur de Stacy, et de transférer la moitié des fonds de nos comptes chèques et d'épargne dans de nouveaux comptes accessibles uniquement à Stacy et à moi. Cependant, déterminer comment traiter avec le maire Connolly posait un plus grand défi. Je croyais qu'il méritait une punition pour ses actes, et je voulais faire en sorte qu'il soit exposé comme l'individu lâche et voleur d'épouses qu'il était vraiment. Plus tard dans la soirée, vers 20h, j'ai reçu un appel à la maison, répondant « Je me suis identifié comme Robert Crawford ». L'appelant s'est présenté comme Ray Swanson, membre du conseil municipal et ami du maire Connolly. Il a exprimé le désir de discuter de ce qu'il appelait un petit malentendu impliquant ma femme et le maire la nuit précédente. J'ai trouvé son choix de mots préoccupant, surtout compte tenu de la gravité de la situation impliquant ma femme et l'affaire du maire Connolly. Ray a exprimé sa conviction qu'il n'y avait pas lieu de mots durs, suggérant que la situation impliquait une simple réunion de nuit entre adultes consentants qui avaient peut-être abusé des verres. Il semblait optimiste qu'une discussion pourrait résoudre le tout. Cependant, j'ai rétorqué, énonçant que le maire Connolly avait eu une liaison avec ma femme pendant les 6 derniers mois pendant que j'étais déployé en Afghanistan et que je les avais pris en flagrant délit la nuit précédente. Ray a reconnu la difficulté de la situation pour moi, mais espérait que nous pourrions tous parvenir à une solution au bénéfice de chacun. J'ai rétorqué, en interrogeant qui exactement il voulait dire par tout le monde, en soulignant que ma principale préoccupation était ma fille et que les préoccupations d'autrui m'importaient peu. Ray a exprimé ses inquiétudes, mentionnant l'influence du maire dans la communauté et les conséquences potentielles pour quiconque causait des dommages à sa réputation. En réponse, j'ai demandé s'il faisait une menace, à quoi Ray a précisé qu'il énonçait simplement la réalité de la situation et exprimait sa réticence à voir des dommages se produire à moi ou à mes proches. J'ai alors donné un avertissement à Ray, lui implorant de m'écouter attentivement. J'ai souligné mes expériences dans la lutte contre les talibans ces 6 derniers mois, indiquant que je ne me détournerais pas de la confrontation d'un homme comme le maire Connolly, que j'ai décrit comme un individu déshonorable impliqué dans le vol de la femme d'un autre. J'ai affirmé que ni Ray ni le maire n'avaient jamais affronté un adversaire de ma taille auparavant. J'ai transmis au conseiller municipal Swanson que je n'étais pas impressionné par son pouvoir perçu et je l'ai averti des conséquences de me défier. J'ai mentionné que ma future ex-femme avait omis d'informer le maire des répercussions de son implication avec moi. De plus, j'ai souligné le vaste réseau de soutien que j'avais parmi les anciens militaires dans un rayon de 100 miles, mettant en avant notre mépris pour ceux qui exploitent les épouses de soldats durant les déploiements à l'étranger. J'ai conseillé au conseiller Swanson de s'éloigner du maire Connolly afin d'éviter de faire face aux conséquences de ses actes, insistant sur les conséquences imminentes pour le maire. Ray a tenté de négocier avec moi, suggérant qu'une somme d'argent substantielle pourrait résoudre la situation. Cependant, j'ai rejeté sa proposition, exprimant ma colère intense envers Donald Connolly pour avoir exploité l'épouse d'un soldat pendant que j'étais déployé. J'ai affirmé qu'aucune somme d'argent ne pourrait atténuer la douleur causée à ma fille et à moi. J'ai insisté sur le fait que la seule résolution satisfaisante pour moi impliquerait que Connolly et ma femme ressentent la même douleur qu'ils nous ont infligée. J'ai autorisé Ray à reconnaître le potentiel des retombées de la situation, et il a cherché une résolution pour atténuer les conséquences. J'ai répondu en soulignant les étapes nécessaires pour résoudre le problème, notamment que Connolly admette publiquement l'affaire et démissionne de son poste de maire. J'ai souligné que rien de moins ne m'empêcherait de l'exposer et de chercher à me venger. Ray a exprimé sa surprise face à la gravité de mes intentions. Je lui ai assuré de ma détermination. En m'excusant, j'ai mentionné que je devais préparer le dîner pour ma fille. Stacy est arrivée du garage, m'informant qu'elle avait mis les affaires de sa mère au bord de la route. Où un individu inconnu conduisant une Mercedes noire les avait récupérés. Ray a plaisanté sur la possibilité que les vêtements finissent à la vente chez Goodwill s'ils n'étaient pas collectés par la bonne personne. J'ai mentionné que j'avais emballé les vêtements normaux de Stacy mais que j'hésitais à inclure ses jolies nuisettes. J'ai exprimé mon inconfort face à certaines de ces combinaisons particulièrement provocantes. Stacy a acquiescé à ma préoccupation d'un hochement de tête. Je lui ai conseillé qu'elle devrait finalement aborder la situation avec Stacy, à laquelle elle a répondu qu'elle le ferait quand le moment lui semblerait juste. Le week-end s'est écoulé sans autre incident. Stacy m'a aidé avec la lessive pendant que je me concentrais sur mon plan pour exposer le maire Connolly. Lundi matin, j'ai contacté un contact au journal local, John Foster. Et j'ai convenu de le rencontrer pour un café chez Daniès. John,
un ancien sergent de ma compagnie de la garde nationale, m'a accueilli chaleureusement. Au cours de notre conversation, j'ai fourni à John des informations concernant l'affaire du maire Connolly avec l'épouse de l'un de nos soldats pendant notre déploiement en Afghanistan. J'ai évité de révéler l'identité du soldat, soulignant la sensibilité de l'affaire. J'ai insisté sur le fait que si j'étais à la place du soldat, je ne voudrais pas que cette trahison devienne un sujet de connaissance publique. J'ai partagé mes observations sur les interactions fidèles de Connolly avec l'épouse du soldat, laissant à John la décision de la manière de procéder. J'ai informé John qu'au contraire des rumeurs, la femme impliquée dans l'affaire n'était ni séparée ni en instance de divorce. Son mari venait seulement de prendre conscience de la situation. J'ai reconnu l'inquiétude de John à l'idée de porter des accusations sans fondement contre le maire et le risque d'action en justice. Quand il a demandé des preuves de l'affaire, j'ai présenté les photos et vidéos que j'avais capturées. Bien que j'aie demandé que l'identité de la femme soit partiellement obscurcie, John a compris les implications et semblait mal à l'aise. J'ai exprimé ma détermination à John, reconnaissant que bien que la vérité ressorte finalement, j'étais prêt à affronter la honte. J'ai expliqué que pendant l'affaire de Connolly avec ma femme, j'étais à l'étranger, ignorant la situation. J'ai souligné à John la trahison inhérente à profiter de l'absence d'un soldat en s'engageant dans une infidélité avec son conjoint. John, comprenant la gravité de la situation, a proposé d'examiner la question plus en profondeur. Après avoir confirmé que l'affaire avait perduré tout au long de mon déploiement, j'ai transféré les preuves sur son téléphone portable. Nous avons brièvement évoqué nos camarades tombés de notre compagnie avant de nous séparer avec une poignée de main. J'ai procédé à l'étape suivante, qui consistait à rechercher en ligne un avocat spécialisé en divorce réputé. Après avoir consulté les références, j'ai sélectionné R.J. Collins ESQ et programmé un rendez-vous pour cet après-midi. À mon arrivée au bureau, j'ai été surpris d'apprendre que R.J. signifiait Revenge Joy, une femme dans la cinquantaine avec un comportement direct. Elle n'a pas tardé à demander comment elle pouvait m'aider. Je lui ai fait part de mon besoin d'un divorce, prévenant qu'il ne serait pas à l'amiable en raison de l'affaire de ma femme avec le maire de la ville pendant mon déploiement. Elle a réagi avec surprise, laissant tomber la épingle qu'elle tenait. Je lui ai confirmé que le maire en question était bien Connolly, et j'ai procédé à lui fournir un compte rendu détaillé de la situation, qu'elle a écouté attentivement pendant la demi-heure suivante. Elle a pris des notes tout au long, s'arrêtant parfois pour demander des éclaircissements ou poser des questions. Lorsque j'ai mentionné ma fille Stacy, Joy m'a demandé ce qu'elle ressentait à ce sujet, ce à quoi j'ai répondu qu'elle était profondément bouleversée et peu encline à rester avec sa mère pendant mon déploiement. Compte tenu de l'âge et des préférences de Stacy, Joy a suggéré la possibilité de la faire rester chez ma mère à la place. J'ai accepté et décidé de contacter ma mère pour organiser cela. Notre discussion a continué pendant près d'une heure. J'ai donné à Joy un aperçu de notre situation financière, et elle m'a conseillé de discuter de potentielles résolutions avec ma femme. J'ai expliqué à Joy que voir la proximité entre ma femme et le maire ne laissait aucune possibilité de réconciliation, et j'ai demandé qu'elle prépare rapidement les papiers de divorce. Au cours de la semaine suivante, Cathy m'a contacté 5 fois, mais j'ai gardé les conversations brèves, promettant de la tenir informée de l'avancement des procédures plus tard. Vendredi, Joy m'a informé que les papiers de divorce étaient prêts et nécessitaient des informations sur le lieu où ils devaient être notifiés. J'ai informé Joy que je comptais inviter Cathy chez moi le lundi suivant à 14h pendant que Stacy serait à l'école afin qu'elle puisse recevoir les papiers de divorce. J'ai appelé le téléphone portable de Cathy et j'ai organisé la rencontre pour le lundi à 14h à la maison. Cathy a tenté d'engager la conversation, apparemment prête à expliquer ses actions, mais je l'ai interrompue, déclarant qu'elle aurait l'occasion de s'exprimer plus tard. Lundi, Cathy est arrivée quelques minutes en avance, et nous nous sommes assis à la table de la cuisine. En la voyant, j'ai ressenti une tige d'émotion. Malgré les circonstances, elle était belle. Je lui ai proposé du café, mais elle a refusé, me demandant qu'un peu d'eau. J'ai reconnu son désir de parler et lui ai assuré qu'elle aurait la chance de le faire. Cependant, je l'ai également informé que quelqu'un arriverait bientôt pour lui remettre les papiers de divorce. Son expression est devenue pâle. J'ai expliqué à Cathy que je ne désirais pas la situation non plus, tout comme je ne voulais pas de son affaire avec Donald Connolly. J'ai indiqué qu'il semblait que ni l'un ni l'autre ne verrait les choses se passer à notre avantage. Cathy a imploré de m'écouter expliquer, exprimant son espoir pour une résolution. J'ai accepté de l'écouter. Elle a raconté qu'elle avait travaillé sur la campagne électorale de Donald et qu'elle avait noué une amitié avec lui pendant mon déploiement. Se sentant seule et déprimée,
elle a trouvé du réconfort dans la compagnie de Donald. Cathy a évoqué avoir assisté à un événement de dîner avec Donald, où il lui avait conseillé d'utiliser son nom de jeune fille et de laisser ses bagues de mariage à la maison pour éviter les ragots. Elle a admis qu'elle n'y avait pas beaucoup réfléchi à l'époque, mais qu'elle reconnaissait maintenant que retirer ses bagues était une erreur. Cette nuit-là, a raconté Cathy, elle a côtoyé de nombreuses personnes, toutes percevant qu'elle était une femme célibataire. Lorsque j'ai demandé à quel moment l'affaire a commencé, Cathy a admis que ce n'était pas commencé immédiatement, mais plutôt après une soirée de danse rapprochée et un baiser d'adieu, quand Donald l'a ramenée chez elle. Elle a justifié ses actions en exprimant sa solitude et l'attrait d'être traitée comme une reine par quelqu'un de prominent dans la communauté. Je me suis confronté à Cathy, lui posant des questions sur sa décision de se livrer à un tel comportement pendant que j'étais en guerre. Elle a reconnu avoir mal agi et a admis se sentir confuse et désireuse de ma présence. Malgré mon absence, a-t-elle continué, la compagnie de Donald lui procurait du plaisir et aidait à soulager ses sentiments de solitude. Cathy a avoué que la fréquence de leur sortie avait augmenté, reconnaissant la proximité qui s'était développée entre eux. Au fur et à mesure que l'affaire avançait, a avoué Cathy, ils ont commencé à se voir 2 ou 3 fois par semaine. Un soir, après un dîner romantique, Donald l'a invitée chez lui, et malgré ses hésitations initiales, elle a accepté. Cathy a révélé qu'elle se sentait honteuse par la suite et insisté pour que Donald la ramène chez elle. Après avoir mis fin à sa relation avec Donald et exprimé son amour pour moi, Cathy a admis qu'elle repensait sa décision. Donald, a-t-elle raconté tristement, l'avait laissée seule pendant un certain temps avant de reprendre contact pour exprimer son envie de sa compagnie. Il lui a assuré qu'il lui manquait et qu'il souhaitait la revoir, mais seulement en tant qu'ami. Il s'est excusé pour leurs actions précédentes, et a promis de ne pas la mettre à nouveau dans une situation compromettante. Malgré sa détermination initiale, Cathy a avoué qu'elle avait accepté de revoir Donald. Le week-end suivant, a raconté Cathy, Donald l'a emmenée à une fête d'infidélité chez un ami sur les Bluffs. Elle l'a décrite comme un petit rassemblement avec seulement 5 ou 6 couples, tous des individus influents de la ville. Lors de l'événement, Cathy a été prise au dépourvu lorsque l'épouse d'un médecin éminent a demandé comment elle avait réussi à attirer l'attention de Donald. Incapable de penser à une réponse appropriée, Cathy a admis avoir fabriqué une histoire sur le fait d'être séparée de son mari et de passer par un divorce. La nouvelle concernant la séparation fabriquée de Cathy et son divorce imminent s'est répandue rapidement dans la petite ville, ce qui a fait que Cathy se sentait piégée. Au cours d'un week-end où notre fille Stacy était absente, Cathy a passé du temps avec Donald chez lui, menant à leur relation continue. Cathy a exprimé un profond regret pour la douleur qu'elle m'a causée, reconnaissant que ses actions étaient la pire erreur de sa vie et qu'elle souhaitait pouvoir les annuler. Cependant, elle a reconnu qu'annuler le mal était impossible. Lorsqu'elle a été interrogée sur ses sentiments pour Donald, Cathy a admis ne pas savoir si elle l'aimait mais a reconnu qu'elle appréciait leur temps passé ensemble. Malgré mes questions insistantes sur leur proximité et la possibilité d'un mariage, Cathy restait incertaine quant à l'avenir de leur relation. La sonnette a retenti et j'ai suggéré que cela pourrait être pour Cathy. Elle s'est approchée de la porte lentement et a confirmé son identité lorsque lui a été remis une enveloppe manila contenant les papiers de divorce. Cathy est restée à la porte un moment, visiblement bouleversée, avant de la fermer et de se tourner vers moi, les larmes coulant sur son visage. Elle a demandé si notre relation était vraiment terminée, ce à quoi j'ai affirmé. Malgré sa déclaration d'amour, j'ai rétorqué que ce qu'elle aimait, c'était la vie que nous avions, qu'elle avait abandonnée. Je l'ai informé que notre fille Stacy resterait chez ma mère jusqu'à la fin de mon déploiement. Cathy a craqué en larmes, submergée de regrets. Le lendemain, la première page du journal local affichait une photo avec un titre questionnant l'identité d'une femme mariée quittant une chambre d'hôtel avec le maire Connolly. La photo montrait Cathy et le maire s'embrassant en sortant de la chambre 1114, accompagnée d'une légende questionnant si son mari, en service en Afghanistan, était conscient de la situation. L'article décrivait l'événement de charité auquel le couple avait assisté et les registres de l'hôtel confirmant la réservation du maire pour la nuit. De plus, le couple avait été photographié sortant de la chambre à 2 heures du matin. L'article mentionnait également des rumeurs non vérifiées sur des rencontres régulières au cours des 6 derniers mois entre la femme et le maire pendant que son mari était déployé en Afghanistan. Le journal affirmait son droit éditorial de porter l'histoire à la lumière, étant donné le statut de l'homme, et le délit contre un soldat stationné en situation difficile, provoquant une grande agitation. En quelques minutes après que l'histoire ait atteint les portes des gens, le bureau du maire est entré en mode de contrôle des dommages, affirmant que l'histoire était entièrement fabriquée.
Ils ont soutenu que le maire Connolly ne compromettrait jamais aucun mariage, en particulier celui d'un soldat servant son pays à l'étranger. Ils soutenaient que la photo était manifestement truquée, attribuant la situation à des individus sinistres nommés qui s'en prenaient au maire. Une conférence de presse promise plus tard dans l'après-midi avait pour but de rétablir la vérité. Malheureusement, au cours des 6 derniers mois, trop de gens avaient vu Connolly et Cathy ensemble, affichant de l'affection en public. Un à un, ses amis et soutiens ont commencé à prendre leur distance. Plusieurs personnes ont téléphoné anonymement au journal pour avouer qu'elles savaient de facto que le couple avait eu une affaire parce qu'elles avaient été témoins à plus d'une occasion, exprimant leur indignation de découvrir que le mari de la femme était déployé dans l'armée pendant que l'affaire se déroulait. Cet après-midi-là, le maire Connolly tenait sa conférence de presse, mais aucun de ses amis du conseil municipal ne se tenait à ses côtés. En fait, les seules personnes le soutenant étaient ses collaborateurs, et même la moitié d'entre eux étaient étrangement absents. Les journalistes du journal et des stations de télévision étaient présents, enregistrant l'événement. Alors que Connolly exprimait son horreur d'être accusé d'une chose si impensable, il assurait à tout le monde qu'il et la femme n'étaient que des connaissances et n'avaient jamais fait quoi que ce soit pour apporter la honte sur eux ou sur le mari de la femme. À mi-chemin de son discours, Cathy a poussé son chemin à travers les curieux et a atteint le micro. Dans un acte de défi, Cathy a révélé son identité, déclarant « Mon nom est Cathy Crawford. Je suis l'épouse du major de l'armée Robert Crawford, et au cours des 6 derniers mois, j'ai eu une liaison avec le maire Connolly. » Connolly a essayé de la rejeter, affirmant qu'il ne la connaissait pas et l'appelant menteuse. Cathy s'est confrontée à lui, exprimant honte et douleur, l'accusant de l'avoir poursuivi malgré le fait qu'il savait qu'elle était mariée et que son mari était en Afghanistan. En larmes, elle s'est excusée auprès de son mari devant les caméras de télévision et est partie tandis que les journalistes bombardaient le maire de questions. Il s'est tourné et est rentré rapidement dans la mairie. Je dois avouer que tout cela exposé au monde s'est avéré fragile pour mon ego. Toutefois, j'étais conscient du risque que je prenais lorsque j'approchais John Foster, mon contact au journal, le lendemain. Cela s'est produit lorsque le président du conseil municipal a annoncé la démission du maire et a déclaré que le conseil gouvernerait la ville jusqu'à ce qu'une nouvelle élection municipale puisse être organisée. Bien que j'aurais dû éprouver de la satisfaction, tout ce que j'éprouvais était une profonde solitude vide. La solitude m'a consumé et ma femme me manquait plus que je n'aurais jamais cru possible. Cet après-midi-là, mon ami journaliste a appelé pour m'informer que Connolly avait fait ses valises et quitté la ville sans laisser d'adresse de réexpédition, et que ma future ex-femme ne l'avait pas accompagné. Pendant les derniers jours de mon congé, j'ai passé autant de temps que possible avec ma fille. Au cours de la dernière semaine, j'ai permis à Cathy de revenir dans la maison. Stacy et moi avons voyagé chez ma mère à 60 miles, où je l'ai inscrite à l'école, promettant de revenir la chercher dès que mon déploiement serait terminé. La semaine suivante, j'étais dans un avion de retour en Afghanistan, le cœur rempli d'une colère brûlante que je prévoyais de déverser sur l'ennemi tapi dans le désert. Que s'est-il passé avec Cathy? Quelques semaines plus tard, elle emménage avec Connolly, et ils ont également quitté la ville. Robert est-il retourné d'Afghanistan? Oui. Mais il a subi des blessures graves, et sa fille l'a aidé à se remettre sur pied. Il a perdu une de ses jambes lors d'une embuscade. Actuellement, il travaille comme spécialiste en design pour une grande entreprise d'électronique, résidant avec sa fille. Occasionnellement, il parle des défis auxquels sont confrontés les soldats qui ont servi à l'étranger. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.